Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poker en 10 minutes. Aujourd'hui on va faire un petit rappel au tout premier épisode qui est sorti sur la chaîne où j'avais présenté les concepts de value mais surtout le concept de cote. Pour rappel, le concept de cote c'est le fait de comparer quand on doit payer une mise, le montant de cette mise à la taille du pot, et de mettre ça en face de nos chances de gagner le coup, donc de notre équité, pour se rendre compte si le fait de payer la mise est profitable ou pas. Et ce concept là, effectivement il est très bon, c'est un très bon réflexe à avoir autour des tables de poker, mais on peut l'approfondir un petit peu. Et maintenant que j'ai commencé à présenter sur cette chaîne des concepts un peu plus théoriques comme l'équité ou les EV, je me dis qu'il est grand temps d'également passer au deuxième niveau concernant les cotes et de présenter ce qu'on appelle les cotes implicites. Je vous explique tout ça après le générique. Alors, avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, petit rappel parce que ça fait pas de mal sur comment on calcule les cotes avec cet exemple en tournoi. On a donc une ouverture du hijack qui est payée par le bouton et je vais décider de défendre ma grosse blinde avec 7 et 2 suité. Jusque là c'est standard, je vous affiche par là la range de défense du solver et en fait on va choisir de au moins défendre avec l'intégralité de nos mains suitées quand on a une telle profondeur et quand on est en grosse blinde. Donc même une main un peu pourrie comme 7 et 2, si elle est suitée on va choisir de la défendre. Au flop vient 4-8 dames avec notre tirage couleur, je check hors de position, le hijack va faire pareil, le bouton va faire une petite mise que je vais payer tranquillement avec mon tirage couleur, et le hijack va se coucher. On va donc voir une turn. La turn est un 10 de carreau, je suis toujours hors de position donc je vais continuer de checker, et le hijack va faire une toute petite mise de 3 blindes,6. Donc ici, si je veux calculer mes cotes et analyser la décision de payer ou pas, il faut que je me dise que je dois donc payer 3,6 blindes dans un pot qui en fera, une fois que j'aurai payé, 19,2. 3,6 sur 19,2, ça veut dire qu'on mise un pourcentage du pot qui vaut 18,75%. Maintenant, comparons ça à nos chances de gagner le pot. Bon, si je simplifie à l'extrême, on va dire que je gagne le pot quand il y a un pic qui sort et que je le perds sinon. Donc, puisqu'on connaît déjà 6 cartes qui sont sorties du paquet, ça veut dire que les 46 autres peuvent encore potentiellement être distribuées. Il reste 9 pics dans les 46 cartes qu'on connaît pas, donc la chance qu'un pic tombe à la river, ça va être de 9 sur 46, ce qui fait 19,57%. Donc si je m'en fie à ce calcul-là, ça veut dire que la probabilité que je gagne ce coup est supérieure à la cote que m'offre mon adversaire, j'ai donc envie de payer cette mise avec mon tirage couleur ici. Ça, c'est le calcul de cote, on va dire classique, celui que je vous avais déjà expliqué plusieurs fois au cours des épisodes précédents, mais un calcul qui est finalement assez simpliste. Parce que dans ce calcul, on considère pas du tout ce qui peut se passer à la river, on considère simplement à l'instant T la probabilité que je gagne le coup, et on ne prend pas du tout en compte les mises potentielles supplémentaires qui pourraient avoir lieu à la river. Ce calcul de cote là, on l'appelle le calcul de cote explicite, et il s'oppose, comme vous vous en doutez, au calcul de cote implicite, qui est celui que je vais vous présenter maintenant, non pas avec cet exemple avec 7 et 2 qui est pas très intéressant, mais avec une main que j'ai créée de toute pièce pour essayer d'illustrer ce concept aussi bien que possible. Dans cet exemple, je nous ai placé en position du cutoff avec 9 et 10 de carreau. On a le joueur UTG qui fold, le joueur hijack qui fold et on va décider d'ouvrir cette main. Le bouton et la petite blinde vont décider de se coucher et on va jouer contre un joueur qui va défendre sa grosse blinde. Le flop est très intéressant pour notre main, il vient dame 8-2 avec 2 carreaux, on a donc à la fois un tirage couleur à carreau mais également un valet qui nous donnerait une quinte. La grosse blinde va décider de checker, on va faire une mise de continuation avec notre main et ça va être payé par la grosse blinde. La turn vient un as, la grosse blinde va à nouveau décider de checker ce qui est assez logique en étant hors de position, et ici, avec ce genre de main, il est plutôt recommandé de continuer à miser, à la fois parce que finalement on a seulement hauteur 10, et que donc il est assez important de bluffer cette main, mais en plus cet as turn pourrait être une carte très très forte pour nous, étant donné qu'on a relancé au cutoff, on a un certain avantage de range par rapport à la grosse blinde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de mains qui contiennent un as dans notre range que dans la range de notre adversaire. Pour ces raisons-là, l'histoire est crédible et il est complètement cohérent de continuer à bluffer, j'ai donc utilisé un sizing de 8 grosses blindes, c'est-à-dire 80% pot, sauf qu'il va se passer quelque chose qui va pas nous plaire du tout, c'est qu'on va se faire relancer par la grosse blinde. Et pour le bien de cet exemple, j'ai pris un sizing de relance qui est pas négligeable, j'ai pris un sizing de x5, c'est-à-dire une relance à 40 grosses blindes. Bon alors dans les faits c'est une relance qui est trop chère, normalement les gens vont jamais vous relancer aussi cher que ça, mais je vous ai dit c'est une main que j'ai créée de toutes pièces et le but c'est d'illustrer aussi bien que possible ce concept de cote implicite. Donc ici la question c'est, on est au cutoff et finalement qu'est-ce qu'on fait? Si je calcule mes cotes explicites, comme dans l'exemple d'avant, je vois qu'ici il me faut rajouter 32 grosses blindes dans un pot qui en fera, après que j'ai payé la mise, 90. Donc si je convertis ça en pourcentage, ça veut dire qu'il faut que je mise à peu près 35% du pot, et donc en théorie, si je suis le modèle des cotes explicites, ça veut dire qu'il faut que je gagne ce pot 35% du temps. Et là je peux vous le dire tout de suite, mais les 35% de chance de victoire, vous les avez vraiment pas. C'est-à-dire que si je fais des tests avec plusieurs mains crédibles dans la range adverse pour que le site nous calcule notre équité, il peut faire ça avec des mains qui ont 2 paires contre lesquelles on a 23% d'équité. S'il fait ça avec une main qui a juste un as, on monte un peu à 27% d'équité, mais c'est pas encore 35. De temps en temps, c'est encore plus catastrophique parce qu'il va faire ça avec un tirage couleur au-dessus d'une autre et auquel cas notre équité elle tombe à 20%.
idem s'il a tirage couleur plus pair, s'il a brelan on est encore à 23%, et même contre certains de ses combos de bluff comme roi 10 qui cherche une quinte, on est encore à 25%. Et finalement les seuls combos de sa range qu'on est content de voir, c'est les quelques rares combinaisons qui cherchent une flush et qui sont en dessous de la nôtre, et où là effectivement on va avoir une proba de victoire de 80%, mais ces combinaisons là je peux les compter sur les doigts d'une main. Donc bon, tout ça pour dire globalement si on calcule les cotes explicites, il nous faut 35% de chance de remporter ce coup, et c'est certain qu'on les a pas. Et pourtant, si je mets cette situation dans le solver, il hésite pas une seule seconde et il nous dit qu'il faut clairement call. Alors du coup, pourquoi ça? Eh ben en fait, c'est une histoire de cote implicite. Les cotes implicites, pour expliquer simplement ce que c'est un calcul qui va être très similaire au calcul de cote explicite qu'on vient de faire, sauf qu'on va y ajouter un paramètre, c'est qu'il va encore se passer des choses à la river. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'ici je paye 32 blindes dans un pot qui en fait 90, mais que si par exemple je touche ma couleur, j'ai de bonnes chances de remporter plus de 90 blindes parce qu'il va encore y avoir des mises à la river. Si mon adversaire a une main comme As-8 ou paire de 2 en main, par exemple, il est très probable qu'il continue à miser à la river même si la river est un carreau, et dans ces situations-là, je ne vais pas remporter juste le pot de 90 blindes, mais je vais remporter le pot de 90 blindes, plus la mise que mon adversaire fera à la river, ce qui pourrait potentiellement être son tapis. Et même si ce n'est pas un carreau qui tombe à la river, ici dans ce coup, j'ai le gros avantage d'être en position sur mon adversaire. Ce qui veut dire que river, j'aurai une situation très confortable pour prendre la meilleure décision. J'aurai potentiellement la possibilité de bluffer, et ce sera une position qui est très délicate à manœuvrer pour mon adversaire. Donc ça aussi, potentiellement, ça peut en fait augmenter mes chances de remporter le coup à la river. Si on fait un peu le calcul, qu'est-ce que ça donne ? Alors, pour faire le calcul, on va être obligé de discerner plusieurs cas en fonction des différents types de river qui peuvent sortir. Pour garder ça à peu près simple et à peu près digeste, je vais en discerner 3. Le premier est le plus probable malheureusement, qui est le cas où il sort une carte qui n'améliore pas du tout la force de notre main. Le deuxième qui est le cas où il sort un carreau. Et le troisième qui est le cas un petit peu jackpot, qui est le cas où il sort un valet et qui n'est pas le valet de carreau. Il reste encore 46 cartes dans le paquet, parmi lesquelles je vais compter 9 cartes à carreau et 3 valets. Bien sûr, j'inclus le valet de carreau dans les carreaux et non dans les valets, parce que c'est une carte qui nous donnerait couleur et non pas une carte qui nous donnerait quinte. Et donc, en dehors de ces 12 cartes qui amélioreraient notre main, il nous reste donc 34 cartes qui sont des cartes un petit peu briques, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui ne vont pas nous aider du tout. Si je convertis ça en pourcentage, on a donc 74% du temps une carte qui ne nous aide pas, 19,5% du temps un carreau et seulement 6,5% du temps un valet. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe sur chaque. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gros avantage qu'on a, c'est que malgré tout, on va avoir la position sur notre adversaire pour jouer la river. Donc quand il sort une brique et que notre adversaire décide de faire tapis, bon bah là évidemment, on n'a plus qu'à se coucher, on va pas payer avec hauteur 10, et effectivement on a perdu le coup. Mais il y a quand même une partie du temps non négligeable, qui correspond d'ailleurs à 29% du temps d'après le solver, où notre adversaire va décider de checker. Et ça va être de temps en temps un piège, mais la grande majorité du temps, ça va être parce que notre adversaire abandonne ses bluffs. Les quelques bluffs qu'il aura fait à la turn, où il aura été bien déçu de nous voir payer, et où il se dit qu'il est temps d'arrêter les frais avant de se faire éliminer. Donc quand notre adversaire check, avec notre 9 et 10 de carreau, on a un super candidat pour faire tapis en bluff. Et dans ces situations-là, le solver nous dit que ça va être un bluff qui va fonctionner 62% du temps. Mais dans les faits, ça va même fonctionner bien plus souvent que ça. Parce que si on se penche un petit peu sur la range du solver, on voit qu'il va payer le tapis avec des mains comme 8 et 7 off. Mais dans la réalité, si vous me trouvez un adversaire qui relance à 40 blindes à la turn avec 8 et 7 off pour payer un tapis river, eh ben franchement il a pas froid aux yeux, hein. Donc dans les faits c'est plutôt un bluff qui va fonctionner plus de 70% du temps d'après moi. Tout ça pour dire que effectivement ce cas de figure où on ne touche ni quinte ni couleur à la river il est pas très glorieux, mais là où le modèle de cote explicite considère qu'on va avoir 100% perdu le coup dans ces situations là, eh ben vous voyez qu'avec le modèle de cote implicite on arrive à intégrer dans le calcul le fait qu'on ait quand même une chance de le remporter, notamment parce qu'on est en position et que donc on a une belle chance de bluffer à la river. Donc ça c'est pour le premier cas de figure. Maintenant deuxième cas de figure un petit peu plus favorable, si on touche un carreau à la river. Si on touche un carreau à la river, et ben en fait le joueur qui se trouve en grosse blinde va quand même avoir tendance à continuer de miser avec la majorité de ses mains. Alors certes, cette fois-ci, il ne va pas systématiquement décider de faire tapis tout de suite, mais globalement, que ce soit parce que le joueur va faire une petite mise et qu'il va payer notre tapis ensuite, ou même parce que le joueur va faire tapis directement, eh bien on devrait réussir à prendre les 55 blindes qui restent à notre adversaire contre toutes les mains de type As-Dame, As-8, As-2, paire de 8, Dame 2 suité, Dame 8 suité, en bref toutes les mains qui avaient relancé en value à la turn. Et comme le solver essaie quand même assez souvent de miser 9 blindes, c'est-à-dire 1/10 du pot même avec les mains qui sont en bluff chez notre adversaire, je vais considérer pour le calcul que dans le cas où notre adversaire bluff, il va miser 9 blindes et puis il va se coucher sur notre tapis. Donc dans le cas où on touche un carreau à la river, on peut voir que le modèle de calcul des cotes implicites va récompenser notre call à la turn par bien plus que simplement le pot de 90 bébés. Et en moyenne, on va avoir un gain qui est bien supérieur. Et finalement, comme je vous le disais au début de ce calcul, on va avoir un cas qui est assez peu probable mais qui est vraiment le jackpot, qui est le cas où tombe un valet. Parce que s'il sort un valet non carreau, le solver recommande aux joueurs en grosse blinde de faire tapis avec 74% de ses mains. C'est-à-dire que si on touche un valet river, 3 fois sur 4, notre adversaire nous offre
offre sur un plateau les 55 blindes qui lui restent. Et même dans le cas où il ne fait pas, il existe encore une probabilité non nulle pour que notre adversaire nous croie en bluff avec le tirage carreau qui a manqué, et donc qu'il check depuis la grosse blinde pour quand même nous payer une fois qu'on aura fait tapis, avec par exemple des mains qui contiennent simplement un as, et bon, encore une fois, le solver nous trouve des calls complètement fous avec des mains comme valet 10 off, mais en tout cas, vous avez vraiment de belles chances de récupérer l'intégralité des jetons de votre adversaire si jamais il tombe ce valet river. Donc pour conclure là-dessus, je pense que vous comprenez un peu mieux avec tous les chiffres que vous avez maintenant à l'écran, pourquoi payer à la turn avec 9 et 10 de carreau, ça s'avère finalement être un très bon investissement, alors que si on s'en était tenu au cote explicite, eh bien on aurait décidé de folder cette main. Donc encore une fois, évidemment les calculs sont un petit peu lourds, mais le bilan de tout ça, c'est de se dire qu'il faut quand même garder en tête que l'action va continuer quand on paye une mise et qu'on n'est pas à la river, et que surtout si vous avez la position, vous avez potentiellement vraiment moyen de faire tourner le coup à votre avantage. Voilà pour cet épisode sur les cotes implicites, j'espère qu'il vous aura plu. Je me répète un petit peu dans les outros de mes vidéos, mais évidemment ça aussi c'est un concept que vous n'allez pas calculer précisément quand vous êtes en plein cœur d'un tournoi. Ce qui est important d'avoir en tête c'est la logique globale, de se dire que quand on a beaucoup de tirages à la turn ou même au flop, il est complètement possible que notre main s'améliore à la turn ou à la river, et donc qu'on remporte par la même occasion plus de jetons que ceux qui sont déjà dans le pot à l'instant T, et que donc globalement les mains avec beaucoup de tirages sont toujours très intéressantes à payer, même si la mise adverse nous propose un montant qui est légèrement plus cher que les cotes que nous avons de remporter le coup. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir été clair, j'espère que ça vous a plu, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous.